Il est l'un des hommes les plus importants de son temps, et pourtant l'un des plus méconnus. Jean-Jacques Dessalines, le libérateur d'Haïti, celui qui a mis fin à l'esclavage, reste une énigme. On connaît son courage, sa détermination, son cri de liberté. Mais que sait-on de ses premières années? D'où venait-il vraiment? Était-il né sur la terre de Saint-Domingue ou sur les côtes d'Afrique? Et plus étonnant encore, a-t-il été l'esclave de Toussaint Louverture, celui dont il finira par prendre la suite? Derrière ces questions se cache bien plus qu'une simple curiosité historique. C'est tout le sens de l'identité haïtienne qui se joue ici. Vous allez comprendre pourquoi. Dans cette émission, on va s'attarder sur l'origine de Jean-Jacques Dessalines. Cela va vous permettre de saisir l'ampleur du personnage. Dessalines est le personnage le plus important de la Révolution haïtienne, le père de la nation. Et pourtant, on ne sait que très peu de choses sur les premières années de sa vie, je l'ai dit tantôt. Selon la biographie officielle généralement admise, Dessalines serait né à Cormier, à Grande-Rivière-du-Nord, sur l'habitation d'Henri Duclos en 1758. Cette date de naissance ne fait pas l'unanimité et le plus étonnant, c'est que ce lieu de naissance ne fait pas non plus l'unanimité. Et c'est surtout ce dernier point qui va nous préoccuper dans cette émission. D'où vient Jean-Jacques Dessalines? Est-il né en Afrique ou dans la colonie de Saint-Domingue? Ou encore, Dessalines a-t-il été l'esclave de Toussaint Louverture? Cette question prend tout son sens quand on la place dans le débat sur l'origine du fondateur de la nation haïtienne. Car savoir si Dessalines a été un jour esclave de Toussaint, c'est aussi comprendre sa trajectoire. La question a été soulevée par l'historien français Jacques Decauna. Nous allons revenir là-dessus en détail un peu plus loin. D'abord, la question de l'origine de Dessalines. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lieu de naissance du fondateur de la nation haïtienne n'est pas du tout un détail sans importance. Si Dessalines est né à Saint-Domingue, il était donc un créole, c'est-à-dire un esclave né dans la colonie façonnée par la société de plantation qu'il finira par renverser. Mais s'il est né en Afrique, avant d'être déporté à Saint-Domingue, alors il était ce qu'on appelait un bossal, un Africain transporté, porteur de la mémoire et des traditions du continent. Ce simple détail biographique a en réalité une portée symbolique considérable. Un Dessalines créole incarnerait la révolte née au cœur même de la colonie. La force d'émancipation qui s'élève depuis le sol esclavagiste pour détruire le système de l'intérieur. Un Dessalines africain, au contraire, représenterait la mémoire vivante de l'Afrique, la revanche de la diaspora sur l'ordre colonial atlantique, la victoire des déportés sur leurs bourreaux. C'est dire que cette question du lieu de naissance dépasse la simple curiosité historique. Elle touche à la manière dont les Haïtiens, depuis 2 siècles, pensent leur propre origine. Selon que le père de la nation soit né sur la terre de Saint-Domingue ou sur celle d'Afrique, c'est toute la signification de l'indépendance qui change de nuance. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis le 19e siècle, le lieu de naissance de Dessalines fait débat. Certains auteurs situent sa naissance en Afrique. C'est le cas de Louis Dubroca, un écrivain et libraire français qui a écrit en 1804 la toute première biographie de Jean-Jacques Dessalines intitulée « La vie de Jean-Jacques Dessalines, chef des Noirs révoltés de Saint-Domingue ». Dubroca, hostile à l'abolition de l'esclavage, dresse un méchant portrait de l'empereur. Selon lui, Dessalines est né en Afrique, plus précisément en Guinée, et a été transporté dans la colonie. L'auteur insiste sur ce qu'il appelle les manières barbares du chef révolutionnaire pour mieux le stigmatiser. La thèse qui se dessine dans l'ouvrage de Dubroca, c'est que Dessalines était un sauvage qui n'était pas en contact avec la civilisation européenne, ce qui expliquerait selon lui ses barbaries. Dubroca ne donne aucune preuve et ne cite aucun document à l'appui de ses diatribes. On sent qu'il avait besoin de situer la naissance de Dessalines hors de la colonie afin de mieux mettre l'accent sur l'Africain venu d'ailleurs et revanchard. Voici un extrait de son ouvrage. Ce féroce Africain transporté tout récemment à Saint-Domingue des côtes de la Guinée servait en qualité de domestique chez un noir propriétaire et libre appelé Dessalines lorsque l'insurrection éclata. Il portait le nom de Jean-Jacques. Entièrement étranger aux mœurs des Européens, à l'influence de leurs habitudes, de leur civilisation et de leur langage, il avait conservé toute la férocité, toute l'ignorance du climat qu'il avait vu naître. Le seul sentiment dont son âme était imbue était la vengeance. Selon l'auteur, Dessalines était âgé d'environ 46 ans au moment de la Révolution.
Il était petit et mesurait 5 pieds 2 pouces, c'est-à-dire 1,57 m. Puis s'ensuit des descriptions les unes plus racistes que les autres. Comble de la bêtise, il le décrit comme lâche, ce qui est évidemment absurde, car pour accomplir ce qu'a accompli Dessalines, on peut être tout sauf lâche. L'intention est claire, il s'agit de rabaisser Dessalines en le rattachant à une origine africaine supposée barbare. La suite de l'ouvrage décrit Dessalines uniquement sous l'angle d'un terrible massacreur de blancs. Ce livre, qui est au fond un pamphlet raciste, a été pendant longtemps l'une des principales sources biographiques sur Dessalines. Il a été traduit dans d'autres langues. J'ai trouvé une version en espagnol, il y a sûrement d'autres versions dans d'autres langues. Donc, à peu près tout ce qu'on savait sur Dessalines en France et en Occident provient en partie de ce livre. Cela explique le mépris dans lequel on a pendant longtemps relégué Dessalines dans les travaux universitaires et académiques en Occident. Même aujourd'hui encore, on peut citer sur le bout des doigts le nombre d'études ou de biographies consacrées exclusivement à Dessalines en comparaison à d'autres figures historiques. Et pourtant, Dessalines est l'un des personnages historiques les plus importants du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui a aboli l'ancien monde basé sur le crime de l'esclavage. C'est grâce à lui que le monde est entré dans une ère nouvelle. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Rien que pour ça, il mérite d'être cité aux côtés des plus grands libérateurs de l'humanité, ceux qui ont osé faire basculer l'histoire vers la liberté et la dignité. Les préjugés véhiculés dans les récits des colons alimentent l'antagonisme de certains historiens français qui ont tendance à opposer les deux figures de la Révolution haïtienne. Toussaint Louverture serait le créole civilisé proche des valeurs françaises catholiques modérées. Dessalines, l'Africain pur, serait le symbole de la revanche des captifs et de la rupture totale avec l'ordre colonial. Et à contrario, les Haïtiens ont plutôt tendance à magnifier, voire déifier Dessalines et considérer Toussaint Louverture comme un personnage plus ambigu. Donc, pour revenir à Dubourcin, face à cette vision raciste et coloniale qui fait de Dessalines un sauvage venu de l'Afrique, les premiers historiens haïtiens, comme Thomas Madiou, vont montrer que l'empereur est né à Saint-Domingue. Au-delà de la vérité historique, cela permet d'ancrer Dessalines dans une continuité nationale afin de contrer le narratif colonial et raciste. Mais la génération suivante, portée par les intellectuels indigénistes, va plutôt sublimer cette origine africaine que les colons esclavagistes utilisaient pour dénigrer Dessalines. Ils avaient compris que ce n'est pas parce que des colons comme Dubourcin disent que Dessalines est né en Afrique que c'est forcément faux. L'historien Thomas Madiou est l'un des premiers à avoir situé la naissance de Dessalines à Saint-Domingue. Il écrit dans son Histoire d'Haïti que Dessalines est un créole né dans le quartier du Cormier à la Grande Rivière du Nord. Madiou ne s'appuie pas sur des documents pour affirmer ses dires. Il se base sur des témoignages sur ce qui était connu et constituait une évidence pour tout le monde à l'époque. Et c'est cette version que va retenir l'histoire officielle qui s'appuie également sur d'autres travaux qui viendront renforcer la thèse de Madiou. Mais il faut se rappeler qu'au-delà de la vérité historique, je l'ai dit, il s'agit ici d'un enjeu idéologique visant à ancrer le héros haïtien dans le sol de la colonie. Thomas Madiou publie le premier tome de son Histoire d'Haïti en 1847 et contrairement aux premiers écrits des colons sur Dessalines, il présente le chef révolutionnaire comme quelqu'un de vigoureux, doté d'une volonté de fer. Il insiste sur ce point. Dessalines était un homme brave, intrépide et infatigable. Mais il n'a jamais caché que le héros pouvait se montrer impitoyable à l'encontre de ceux qui se mettaient au travers de son chemin. Madiou nous apprend que Dessalines n'a été cruel qu'envers ceux qui entravaient la réalisation de son dessein. Il était barbare contre la barbarie coloniale, écrit-il. Il avait traité en frères les Polonais qui n'avaient pas partagé la fureur des colons. Dessalines n'était pas un saint. C'était un chef révolutionnaire qui n'avait qu'une obsession, qu'une passion, abolir l'esclavage et renverser l'ordre cruel qui faisait la fortune des colons esclavagistes. Thomas Madiou est le premier grand historien haïtien et son travail est précieux. Tous les autres historiens haïtiens qui viendront après lui vont s'inspirer de son travail et par rapport à la question qui nous intéresse, c'est-à-dire le lieu de naissance de Dessalines, presque tous les historiens citent Madiou comme la source la plus solide et reprennent l'information que Dessalines est né dans la colonie de Saint-Domingue. Mais un autre historien va briser ce consensus
en établissant que le père de la patrie haïtienne est né en Afrique. En 1946, l'historien Timoléon Boutus va contester la thèse de Madiou selon laquelle Dessalines est né dans la colonie. Timoléon Boutus, né en 1886 et mort en 1971, était historien, juriste et diplomate haïtien. Son ouvrage « L'homme des reins, étude monographique sur Jean-Jacques Dessalines » paraît en 1946. Ce livre est publié à une époque où l'historiographie haïtienne est dominée par les récits de Madiou et Ardouin qui décrivaient Dessalines comme un créole né à Grande-Rivière du Nord. Boutus, lui, avance que Dessalines n'est pas né à Saint-Domingue, mais qu'il aurait été déporté d'Afrique alors qu'il était encore enfant, à une époque où la traite était florissante, c'est-à-dire vers 1760-1770. Quels sont ses arguments? Boutus rapporte que Dessalines portait sur la poitrine ou le bras des marques de fer, signes distinctifs des esclaves africains importés, des marques qu'on n'imposait pas, selon lui, aux esclaves nés dans la colonie. Il en déduit que ces cicatrices prouvent une naissance africaine. Aucun document ne le confirme, mais il affirme tenir cela de la tradition orale et de récits contemporains. Il décrit aussi Dessalines comme ayant conservé des manières africaines. Il s'appuie aussi sur des témoignages indirects de colons comme Duboka que je vous ai présenté plus haut. Timoléon Boutus voit dans cette africanité de Dessalines la clé de son intransigeance révolutionnaire. Ce que fait Boutus, c'est qu'il revisite l'histoire du héros national à la lumière du nationalisme noir et du panafricanisme des années 1940. Et ça, c'est très important. L'approche de Boutus s'inscrit dans le contexte intellectuel des années 40, marqué par la négritude et le panafricanisme. Présenter Dessalines comme un héros noir authentiquement africain, c'était une manière de rendre justice à ces hommes et femmes arrachés du continent africain et mis en esclavage. Et cela était conforme à la vision indigéniste portée par des écrivains comme Jean Price Mars. Il faut aussi préciser que l'ouvrage de Timoléon Boutus n'aborde pas uniquement, on va dire, cet aspect. Il réhabilite Dessalines comme héros national en insistant sur son génie politique, sa vision d'indépendance totale et son rôle dans la création d'Haïti. Les thèses de Boutus ne sont pas nouvelles. Les auteurs contemporains à Dessalines disent tous que le chef révolutionnaire est né en Afrique. C'est ce que montre un article de la chercheuse américaine Deborah Jensen. Un officier français du nom de Armand Levasseur, capturé par les troupes de Dessalines et qui a été autorisé à quitter l'île après la capitulation française, décrit Dessalines comme un ancien esclave bossal, c'est-à-dire né en Afrique. C'est une information importante car Levasseur a connu Dessalines pendant la guerre de la Révolution haïtienne. C'est donc un témoignage direct. Une autre source importante est celle d'un diplomate britannique du nom de Édouard Corbet, envoyé à Saint-Domingue en 1803. Il décrit le chef révolutionnaire haïtien comme un ancien esclave bossal né sur le sol africain. Même si ces témoignages sont tous hostiles à Dessalines, ils méritent d'être pris en compte parce que ce sont des sources de première main. Enfin, selon l'encyclopédie Britannica, Dessalines est né en Afrique de l'Ouest et l'encyclopédie Universalis rapporte la même chose. En 1977, d'autres travaux vont venir appuyer la thèse d'un Dessalines né dans la colonie de Saint-Domingue. Dans un numéro de la revue Conjonction de 1977, trois historiens Jean Fouchard, Gabriel Debien et Marie-Antoinette Meunier publient un article sur Toussaint-Louverture à partir de la découverte d'un document ancien dans lequel ils repèrent un esclave sur une propriété de Toussaint-Louverture qui porte le nom de Jean-Jacques. Et c'est sur la base de cet article que l'historien français Jacques Deconat va publier un article au titre évocateur. Jean-Jacques Dessalines a-t-il été l'esclave de Toussaint-Louverture? Selon Jacques Deconat, la réponse n'est pas simple. Sur le plan juridique, Dessalines n'a jamais été esclave de Toussaint. Mais dans les faits, il a bien travaillé comme esclave sous ses ordres sur l'habitation du Petit Cormier à Grande-Rivière du Nord vers 1779 et 1781. Deconat s'appuie sur l'article de Jean Fouchard et ses collègues publié en 1977 dans la revue Conjonction. Ces chercheurs avaient retrouvé un bail daté du 17 août 1779, signé par Toussaint Bréda, noir libre de Saint-Domingue, qui louait alors une petite plantation au Petit Cormier.
l'acte mentionne un atelier de 13 esclaves, tous créoles formant une seule et même famille. Parmi eux figure le prénom de Jean-Jacques que les auteurs se demandent s'il ne s'agissait pas de Dessalines. Cette découverte apporte une première preuve de la présence de Dessalines sur l'habitation Cormier. En poursuivant ses recherches, Jacques de Caunas a retrouvé d'autres documents montrant que Toussaint Louverture avait un gendre qui s'appelait Philippe Jasmin Désir et qui était marié à sa fille Marie-Antoinette Marthe ou Martine. Après la mort de Philippe Jasmin en 1784, Marie-Marthe épouse Janvier Dessalines, un noir libre. Par ce mariage, Jean-Jacques, esclave de l'atelier du Cormier, fut transféré dans la propriété de ce Janvier Dessalines. Ainsi, sans jamais être juridiquement l'esclave de Toussaint Louverture, Dessalines aurait été son subordonné lorsqu'il travaillait sur l'habitation exploitée par la fille de Toussaint et aussi son gendre. Jacques de Caunas conclut son article pour dire que cela explique selon lui les liens de subordination et d'obéissance de Dessalines vis-à-vis de Toussaint Louverture par la suite. L'argument de l'historien Jacques de Caunas semble solide car il repose sur des documents datant de 1779, plus précisément sur cet inventaire mentionnant un esclave nommé Jean-Jacques parmi 13 noirs créoles qui travaillaient sur l'habitation de Toussaint. En fait, plutôt sur l'habitation de son gendre, même si le bail de location du lieu avait été établi au nom de l'ouverture. Mais l'argument est contestable. Pourquoi? Rien dans le document que nous présente l'historien ne prouve qu'il s'agit bien du futur empereur Jean-Jacques Dessalines. Car Jean-Jacques était un prénom courant dans les plantations de Saint-Domingue et le document ne donne pas de patronyme, ce qui était normal à l'époque. Donc on ne peut pas établir avec certitude l'identité de cet esclave prénommé Jean-Jacques. Mais il est plausible que ce Jean-Jacques soit Dessalines, et cela doit rester une hypothèse. Ensuite, on peut aussi contester l'idée d'une relation directe de maître à esclave entre les deux hommes, car même si l'on admet que ce Jean-Jacques mentionné dans le document était bien le futur empereur, l'habitation du Petit Cormier n'était pas exploitée par Toussaint lui-même, mais par ses gendres, Philippe Jasmin Désir, puis Janvier Dessalines. Autrement dit, même si Toussaint avait signé le bail de location, il n'était pas le gestionnaire effectif du domaine. Dessalines a donc pu y travailler sans jamais être sous l'autorité personnelle de Toussaint, ce qui relativise l'idée d'un lien direct de subordination entre eux avant la Révolution. Enfin, le document de 1776 découvert par Jean Fouchard et ses collègues et publié dans la revue Conjonction peut être une preuve que Dessalines a bien été esclave sur l'habitation du Cormier à Gande-Rivière-du-Nord si ce Jean-Jacques est bien le futur empereur. Mais quoi qu'il en soit, le document ne prouvant rien que Dessalines y est né. S'il est si difficile d'établir le lieu de naissance de Dessalines, c'est parce qu'il est né dans un monde où les esclaves n'avaient pas d'histoire écrite. Les esclaves n'avaient pas d'acte de naissance. Ils ne figuraient pas dans les registres paroissiaux, sauf au moment du baptême ou du décès, et encore sans patronyme propre. Ils portaient celui de leur maître. Dans les documents de notaire ou d'inventaire de biens, les esclaves étaient listés seulement par leur prénom, leur sexe et parfois une mention d'origine du genre créole, Congo, Arada, etc. Résultat, il est quasiment impossible de suivre un individu à travers les documents de l'époque, surtout quand il porte un prénom courant comme Jean-Jacques. Il y a aussi une autre difficulté, on ne retrouve pas certaines archives coloniales. Une grande partie des archives de Saint-Domingue a été détruite ou dispersée lors des guerres d'indépendance. Beaucoup de documents ont brûlé ou ont été emportés en France. Les documents privés, inventaires, testaments sont dispersés ou perdus. Ce qui subsiste est souvent partiel, pages arrachées, noms effacés, registres incomplets. Même les chercheurs les plus rigoureux n'ont eu accès qu'à des fragments isolés qu'ils doivent interpréter avec prudence. Le cas de Dessalines est encore plus complexe par le fait que son nom d'esclave est devenu son nom impérial. Dessalines était à l'origine le nom de son dernier maître, un noir libre appelé Janvier Dessalines. Avant cela,
Il avait probablement porté un autre nom de plantation. Certains auteurs ont évoqué Jean-Jacques Duclos. Les registres de propriété ne précisent jamais les changements de nom au fil des ventes. Ainsi, même lorsqu'on trouve un Jean-Jacques dans un inventaire, on ne peut pas savoir avec certitude s'il s'agit du futur empereur ou d'un homonyme. Et puis, contrairement à Toussaint Louverture, dont plusieurs proches ont laissé des témoignages, aucun texte contemporain ne raconte la jeunesse de Dessalines. À première vue, les deux visions de l'origine de Dessalines semblent irréconciliables. D'un côté, l'image de Dessalines créole enraciné dans la terre de Saint-Domingue, qui incarne la naissance de la nation haïtienne sur son propre sol. De l'autre, celle d'un Dessalines africain, bossal, témoin vivant de la traversée et de la souffrance, symbole d'une Afrique déportée qui triomphe de l'ordre esclavagiste. Pourtant, ces deux lectures ne s'excluent pas. Elles révèlent au contraire les deux dimensions de l'identité haïtienne. Haïti est à la fois une nation créole, née sur le continent américain, et une nation africaine issue de la mémoire, du sang et de la résistance des captifs. Dessalines incarne précisément ce pont entre ces deux mondes. La vision défendue par Madiou et d'autres historiens inscrit Dessalines dans une continuité territoriale. Il serait le produit de Saint-Domingue elle-même. En ce sens, le héros n'est pas venu d'ailleurs. Il est né sur le sol de Saint-Domingue qu'il a libéré du joug de l'esclavage. Cette interprétation donne une profondeur politique à la révolution haïtienne. Elle devient une révolution indigène, une création autonome du peuple colonisé sans modèle extérieur. Le Dessalines créole symbolise la souveraineté nationale, la naissance d'un peuple nouveau qui se détache du joug colonial pour fonder son propre État. Mais l'autre visage, celui du Dessalines africain tel que le magnifie Timoléon Boutius, est tout aussi nécessaire à la compréhension de l'identité haïtienne. Dans cette lecture, Dessalines porte la mémoire collective de l'Africain arraché, humilié et déporté. Il incarne la vengeance des captifs, la revanche du continent déshumanisé par la traite. C'est cette figure qu'ont célébré les intellectuels noiristes et panafricanistes du XXe siècle, voyant en lui non pas seulement un chef national, mais un héros du monde noir. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.